Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition environnementale. Voici les titres. Au Togo, la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de reboisement par le ministère de l'Environnement bat son plein pour l'année 2024. À cet effet, plusieurs stratégies ont été établies dans l'atteinte de l'objectif d'un Togo plus vert. Un financement de 53 milliards de francs CFA est prévu pour l'extension des pistes rurales au Togo. Une fois réalisés, ces ouvrages permettront l'écoulement des produits agricoles des populations rurales. Et puis la Banque mondiale a octroyé 420 millions de dollars au Malawi afin de renforcer la résilience climatique. Les précisions dans un instant. C'était tout pour les titres. Bienvenue. Le ministre togolais de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibasi réitère une fois encore son engagement d'un Togo vert avec sa stratégie de reboisement afin d'atteindre 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Pour l'année 2024, l'atteinte de cet objectif de restauration du couvert végétal se fera par une augmentation substantielle des fonds alloués à la reforestation et des partenariats stratégiques pour assurer la disponibilité des terrains nécessaires. Plus de précisions dans ce commentaire. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau budget de 2024, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières se positionne au cœur de la transition écologique grâce à l'adoption d'une stratégie de reboisement audacieuse. Cette politique non seulement reflète l'engagement environnemental fort du ministère, mais ambitionne également de structurer la mobilisation financière et foncière nécessaire pour faire face aux défiscalisations climatiques actuelles. Le plan s'appuie sur les succès cumulés passés et se projette vers un avenir où 63 959 500 arbres pourront étendre leur canopée sur le territoire togolais d'ici 2024. La nouvelle stratégie du ministère fait de l'harmonisation entre la finance et les terres son cheval de bataille. Pour parvenir à l'objectif ambitieux de reforestation, une répartition optimale des ressources est cruciale. Le budget de 2024 intègre des augmentations substantielles des fonds alloués à la reforestation tout en élaborant des partenaires stratégiques avec des acteurs privés et publics pour assurer la disponibilité des terrains nécessaires. Cette synergie entre la mobilisation financière et l'acquisition foncière est la clé pour faire germer les graines de demain. Le ministère de l'Environnement ne s'est pas contenté de planter des rêves, il a su les ancrer dans la réalité. À partir de 2021, la cadence de plantation s'est intensifiée, atteignant les chiffres encourageants avec des réalisations substantielles en 2022. Le bilan positif de 63 millions d'arbres plantés du ministère de l'Environnement pour les années 2023-2024 est le fruit d'une planification soignée et d'une exécution rigoureuse de la politique environnementale. Au-delà des chiffres et des stratégies, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières entend faire de la reforestation une cause nationale voire internationale. Et à la préservation des ressources forestières est un vecteur de changement, d'engagement des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics dans une dynamique commune. Le message est clair, chaque arbre planté est un investissement dans le futur, un patrimoine légué aux générations futures pour un monde respirable et durable. Inscrite dans la feuille de route gouvernementale, la politique nationale de désenclavement va connaître une accélération en 2024. De ce fait, l'exécutif prévoit un investissement de 53 milliards de francs CFA au profit du ministère du désenclavement et des pistes rurales, selon la loi de finances 2024. Ces ouvrages, une fois réalisés, vont permettre l'accès facile des populations rurales aux services de base et l'écoulement de leurs produits agricoles. Rafetou Mbéreko. Le gouvernement togolais prévoit un investissement de 53,5 milliards de francs CFA dans la politique nationale de désenclavement. Ce fonds servira notamment à soutenir le programme de connectivité rurale et à financer d'autres projets dans le secteur.
En ce sens, un protocole financier portant sur la réalisation d'infrastructures de désenclavement dans les zones rurales a été signé entre le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya, et l'ambassadeur de France, Augustin Favero, en 2023. L'extension du réseau routier, en l'occurrence les pistes rurales, prend une place de choix dans la politique gouvernementale. Lancée depuis 4 ans, la politique nationale de désenclavement prévoit l'aménagement d'au moins 4000 km de pistes rurales sur toute l'étendue du territoire. Avec un investissement de 37 milliards l'an dernier, c'est une hausse de 43% que connaîtra le secteur pour l'année 2024. Ces ouvrages, une fois réalisés, devront faciliter l'accès des populations rurales aux services socio-économiques de base et l'écoulement de leurs produits agricoles. Pour rappel, la politique de désenclavement a déjà permis d'aménager en tout 680 km de pistes rurales en 2022. Près de 2000 km de pistes existantes ont fait l'objet d'entretien. En ce qui concerne l'entretien du réseau routier existant, il est à 75% en bon et moyen état. 1200 km sont ainsi achevés et 712 km sont en cours d'exécution. L'Agence nationale de la météorologie du Togo a organisé la semaine dernière à Lomé un atelier de formation des médias sur les informations hydrométéorologiques et climatiques au niveau national et local. Pendant 2 jours, les professionnels des médias ont été outillés sur comment mieux transmettre les informations et données météorologiques à la population. Iva Samana pour le compte rendu. Comment mieux prévenir les populations sur les informations hydrométéorologiques et climatiques au niveau national et local, c'est le principal but de cet atelier organisé par l'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET, à Détikopé, dans la périphérie de Lomé, la capitale. Oui, merci beaucoup. Donc, l'atelier de formation sur les informations météorologiques et climatiques on ferait au niveau des médias, c'est vraiment renforcer les capacités des différents journalistes qui interviennent surtout dans la diffusion des informations hydrométéorologiques et climatiques au niveau de notre pays. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que quand la météo, qui dans son rôle régalien, élabore et met à la disposition des informations au niveau de la population, ce sont les journalistes qui doivent relayer ces informations au plus fin fond de notre pays. Donc, il est donc urgent de pouvoir outiller ces journalistes-là, de comprendre comment nous élaborons l'information, de comprendre les termes techniques que nous utilisons et de mieux transmettre ces informations-là au niveau des populations les plus reculées. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, avec les changements climatiques, les aléas deviennent de plus en plus récurrents et il va falloir dès maintenant pouvoir outiller ces journalistes-là pour pouvoir faire la diffusion de l'information la plus fiable, la plus correcte possible pour nos populations les plus vulnérables. Donc c'est dans ce sens-là que nous avions bénéficié des fonds auprès de notre organisation météorologique mondiale pour pouvoir organiser cette activité-là ce matin qui va se tenir aujourd'hui et demain, donc durant 2 jours. Pendant 2 jours, les professionnels issus de différents médias ont suivi des présentations pour mieux s'approprier les termes et mécanismes mis en place par la météo Togo pour collecter, traiter et transmettre les informations des prévisions obtenues par les météorologues. Merci pour l'opportunité que l'ANAMET nous donne de pouvoir participer à ce genre de formation. Vous aurez constaté aujourd'hui que les effets pervers des changements climatiques ne sont plus vraiment à rappeler à qui que ce soit. Nous vivons aujourd'hui les effets pervers des changements climatiques, d'autant plus déjà que nous sommes dans une période où nous devrons normalement avoir un peu de fraîcheur avec l'harmattan, mais aujourd'hui à Lomé, c'est une chaleur qui ne dit pas son nom. Et pour nous disons que ce genre de formation nous permet à nous journalistes beaucoup plus spécialisés sur cette thématique de pouvoir sensibiliser, de pouvoir informer nos populations sur ce qui se passe au niveau de la météo. Et je crois que nos attentes aussi, c'est de pouvoir maîtriser les termes techniques qui seront véritablement
qui seront véritablement utilisés dans ce genre de thématique pour pouvoir mieux les distiller dans notre manière de partager les informations, dans notre manière de traiter ces genres d'informations qui ne sont pas forcément des informations à titre généraliste au niveau de nos populations, mais des informations qui sont beaucoup plus techniques. Donc c'est à nous, journalistes, de pouvoir mieux diffuser ces genres d'informations pour que tout le monde soit véritablement au même niveau d'information. Voilà. Plusieurs présentations et discussions ont meublé les 2 jours de cet atelier. Ceci afin de permettre aux hommes de médias de mieux diffuser les informations des différents bulletins d'information et d'alerte météorologique aux populations en mettant un accent particulier sur les langues nationales. En termes des informations météorologiques, tous les termes météorologiques que nous utilisons dans nos informations, les bulletins quotidiens, les bulletins mensuels, les bulletins décadaires, les bulletins saisonniers et les bulletins d'alerte, les thèmes utilisés, il faut que les médias vraiment soient renforcés en capacité pour que le message soit bien passé auprès des populations. En dehors de ça aussi, on aura à voir les terminologies utilisées dans les informations hydrologiques, comme les débits, les crues, au niveau de l'hydrologie. Tous les thèmes utilisés également seront expliqués en français facile pour que la transmission soit bien faite également. Après ça aussi, après la pluie, il y a le ruissellement qui passe par l'hydro et maintenant il y a le catastrophe qui vient. Donc le catastrophe, c'est l'ANPC qui gère la gestion des catastrophes. Donc l'ANPC aussi va présenter les informations concernant la gestion des catastrophes. Il revient alors aux médias de mettre en pratique les connaissances acquises pour mieux servir les populations, surtout celles situées en milieu reculé. La croissance économique du Maroc devrait connaître une modération à la fin du premier trimestre de 2024. Selon les estimations, le PIB du pays sera de 2,4% en fin mars 2024 contre 3,5% à la même période en 2023. Un ralentissement qui est dû au retard de l'installation des cultures précoces, à la sécheresse et à la baisse de la pluviométrie dans le démarrage de la campagne agricole 2023-2024. Regardez. Au Maroc, la croissance économique nationale devrait être modérée au premier trimestre de 2024. Selon les perspectives du Haut Commissariat au Plan, le produit intérieur brut du pays d'Afrique du Nord devrait se situer à 2,4% à fin mars 2024 contre 3,5% au cours de la même période en 2023. Le retard sensible de l'installation des cultures précoces dans le démarrage de la campagne agricole 2023-2024, le déficit de la pluviométrie des 4 premiers mois de la campagne qui aurait atteint 53% seraient les principales causes du ralentissement du PIB. Selon l'économiste Asseni Thiam, la croissance attendue du Maroc devrait atteindre 2,5% alors que les estimations prévoyaient une croissance d'au moins 3%, en sachant aussi que l'année dernière, à la même période, pour les mêmes semestres, le pays a atteint une croissance de 3,5%. Ce qui s'explique par les différents facteurs, notamment le secteur agricole qui n'a pas autant donné comme prévu à cause de la sécheresse et des inondations. Par ailleurs, la valeur ajoutée des industries extractives, estimée à moins 11,8% en 2023, poursuivrait son redressement avec une augmentation de 9,4% en variation annuelle. D'après le dernier rapport de la Banque mondiale, la reprise partielle de la production agricole, des services et des exportations nettes du Maroc devrait se renforcer à moyen terme avec une croissance du PIB réel qui devrait atteindre 3,1% en 2024, 3,3% en 2025 et 3,5% en 2026. Alors que le Malawi n'a plus reçu d'appui financier direct de la Banque mondiale depuis des années pour des raisons politiques, l'institution financière annonce une enveloppe de 420 millions de dollars. Elle devrait permettre à ce pays de l'Afrique de l'Est de se reconstruire après de multiples catastrophes naturelles. Alessandra Adekombi.
En raison aux 19 inondations majeures et aux 8 sécheresses prolongées qu'a connu le Malawi depuis 1970, la Banque mondiale apporte une réponse financière axée sur la résilience économique et climatique. Ainsi, l'Association internationale de développement IDA a octroyé récemment 420 millions de dollars au gouvernement malawite pour la reconstruction des infrastructures et la réhabilitation du patrimoine naturel décimé par ces aléas climatiques. L'initiative vise à protéger des milliers de personnes contre l'exposition aux chocs climatiques liés à l'eau en développant des infrastructures plus solides, une meilleure gestion des risques de catastrophes et des systèmes de protection sociale. Les 420 millions de dollars serviront à la mise en œuvre du programme régional de la résilience climatique pour l'Afrique orientale et australe. Il prévoit par exemple la gestion durable du bassin de la rivière Shire. C'est l'une des principales sources d'approvisionnement en eau du Malawi et des États voisins. L'autre partie de l'appui de l'institution de Bretton Woods sera utilisée pour la mise en place des systèmes d'alerte précoce et le partage d'informations entre le Malawi, le Mozambique, les Comores et Madagascar. Ces 4 pays est-africains ont en commun le cyclone Freddy qui a balayé sur tout son tripassage entre 2022 et 2023, y compris des bâtiments et du bétail. Il y a également la tempête tropicale Gombe qui a causé le déplacement massif d'animaux du parc national de Liwonde ainsi que le cyclone Idai dont les vents à 200 km/h ont tué au moins 60 Malawites en 2021. Parmi les autres partenaires au développement qui accompagnent les initiatives de reconstruction figure la Banque africaine de développement. Le groupe a mis en place un fonds de relèvement d'urgence de 100 millions de dollars dans l'ensemble de la sous-région. Une des premières missions opérationnelles sera confiée au tout premier satellite d'observation de la Terre, 100% kenyan. Durant les 5 prochaines années, les images satellitaires ainsi que les données météorologiques fournies par Tafia 1 permettront de protéger le bongo des montagnes, une espèce antilope menacée d'extinction. Alessandra Dekambi nous en parle. L'Agence spatiale kenyane et la réserve naturelle du Mont Kenya ont signé le 5 décembre 2023 à Nairobi, la capitale, un accord de partenariat pour sauver de l'extinction le bongo des montagnes grâce à l'utilisation des technologies géospatiales. Ce partenariat d'une durée de 5 ans permettra l'exploitation des images satellitaires ainsi que les données météorologiques fournies par Taifa 1, le premier satellite kenyan. Grâce aux données de Taifa 1, il sera désormais possible de suivre de près les déplacements des bongos dans les montagnes, fournissant ainsi des informations précieuses pour assurer leur sécurité et favoriser leur déplacement dans les régions montagneuses du pays. Cette technologie de pointe permettra également d'obtenir des données météorologiques précises, fournissant des informations essentielles pour la surveillance des conditions environnementales qui affectent la population des bongos ainsi que leur habitat naturel. De son nom scientifique Tragelaphus, le bongo des montagnes est une espèce gravement menacée. Cet animal ne vit plus dans quelques régions du Kenya, dans les montagnes d'Aberdare, le mont Kenya ou encore la forêt Mo, dans la vallée du Grand Rift. Leur population est désormais estimée à une centaine d'individus seulement. Taifa 1 n'est pas à sa première mission du genre. En juillet 2023, une collaboration a été établie entre l'Agence spatiale kenyane et l'ONG américaine Tomorrow Now dans le but d'utiliser les données spatiales pour mieux anticiper les crises climatiques comme les sécheresses et les inondations. Taifa 1, qui signifie Nation 1 en Swahili, est le tout premier satellite d'observation de la Terre entièrement conçu par les ingénieurs kenyans. L'engin équipé de capteurs optiques capables de prendre des photos simultanément dans plusieurs gammes de fréquences à l'intérieur du spectre de la lumière visible et au-delà a été mis en orbite le 15 avril 2023 depuis une base américaine en Californie. Par cette opération, le Kenya rejoint la quinzaine de pays africains qui se sont lancés dans la conquête de l'espace. Une bonne nouvelle pour l'industrie et l'économie locale guinéenne.
Après quasiment 3 décennies de revers et de scandales, une mine de fer verra son exploitation débuter en 2024. C'est un immense projet estimé à 20 milliards de dollars portant sur l'extraction, la récupération et le traitement du fer. L'exploitation de la matière naturelle permettra de renforcer l'offre mondiale de l'ordre de 5%. Rafitou Bereko. L'un des principaux atouts du continent africain reste ses nombreuses ressources naturelles. 27 ans après la découverte d'une mine de minerai de fer en Guinée, les plans de développement et de gisement de ce minerai vont débuter en cette année 2024 avec l'approbation de Pékin aux partenaires chinois de Rio Tinto. Soutenu par un investissement de 20 milliards de dollars, le projet inclut 2 mines de développement d'un système ferroviaire de 600 km et un port en eau profonde à proximité de la capitale Conakry. L'exploitation de ce plus grand projet minier au monde permettra de renforcer l'offre mondiale de l'ordre de 5%. Au total, 9 partenaires, à savoir l'entreprise Rio Tinto, un groupe minier multinational anglo-australien, le gouvernement guinéen et 7 autres groupes, entreprises et consortiums sont impliqués dans la gestion de ce projet. L'exportation de la matière naturelle devrait principalement se faire par voie maritime. Une belle nouvelle pour l'industrie et l'économie locale qui ont dû attendre près de 3 décennies avant de pouvoir en profiter. La Chine occupe de nouveau la première place en matière d'installation des énergies renouvelables dans le monde. C'est avec une hausse de 106% de nouvelles éoliennes sur un an que ce pays a augmenté les installations mondiales à 50%. L'Agence nationale de l'énergie recommande plus d'efforts pour une plus forte croissance d'ici 5 ans. Léonce Sagou. 50% de capacité électrique de plus ont été installées dans le monde en 2023 par rapport à 2022. Ceci a été révélé dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie AIE ce 11 janvier. 507 gigawatts au total ont été mis en service. 3/4 de ces installations sont dans le photovoltaïque. La Chine a de nouveau été le grand moteur de cette croissance avec une hausse de 66% du nombre de nouvelles éoliennes sur un an. L'Europe, les États-Unis ou encore le Brésil ont aussi atteint des niveaux importants en 2023. L'AIE prévoit la plus forte croissance des énergies renouvelables pour les 5 ans à venir du jamais vu en 30 ans. La capacité de production électrique renouvelable ne s'est jamais aussi élargie rapidement en 30 ans, ce qui donne une vraie chance d'atteindre l'objectif fixé par les gouvernements à la COP28, qui est de tripler la capacité mondiale d'ici 2030, souligne l'agence. Ce rythme reste néanmoins insuffisant selon l'AIE, qui insiste sur le besoin de financement des pays émergents et en développement. Le directeur de l'agence résume que dans les conditions de marché et en l'état des politiques, la capacité mondiale serait multipliée par 2,5 d'ici 2030. Un chiffre qui juge à... Le régulateur allemand de l'énergie a affirmé la semaine dernière que plus de la moitié de la production d'électricité du pays de l'année 2023 vient des énergies renouvelables. La part du charbon a régulé, mais reste tout de même très importante. Léon Sago nous fait le point dans ce récit. Les énergies renouvelables ont pour la première fois couvert plus de la moitié de la production d'électricité en Allemagne en 2023, avait annoncé le régulateur allemand de l'énergie dans un communiqué. La plupart d'électricité produite à partir des énergies renouvelables s'est établie à 55% en 2023 contre 48,42% en 2022. Les éoliennes y ont contribué à 31% sur les installations sur terre et sur mer. Le photovoltaïque a représenté 12% et la biomasse 8%. La part d'utilisation du charbon, quant à elle, a reculé mais reste toujours importante. Elle s'est établie à 26% du bouquet de production contre 34% l'an précédent. L'Allemagne avait augmenté son recours au gaz russe de 31% en raison de la guerre en Ukraine, même si le réchauffement climatique est lié au recours aux énergies fossiles. Sortir du charbon reste le principal défi de la transition énergétique menée par la première économie européenne.
Le gouvernement allemand prévoit atteindre 80% d'énergie renouvelable dans la consommation d'ici 2030, un objectif assez ambitieux. Au cours de la COP28, le président Macron avait exhorté la G7 à montrer l'exemple en sortant du charbon avant 2030. Ceci n'est en aucun cas négociable, a ajouté le président français fin décembre. Soulignons que la plupart du nucléaire dans la production, à savoir 6% en 2022, a diminué après la fermeture des 3 derniers réacteurs du pays en printemps. C'est la fin de cette édition environnementale. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée en compagnie de nos programmes.